Et d'ailleurs, non, mais je me suis converti ce matin au judaïsme. Ça, je le dis très clairement. Ah ouais. Ah ouais, j'ai tout fait ce matin. Et franchement, et puis bon, je te cache pas, je me suis circoncis moi-même. Hein, donc, sans anesthésie, à l'ancienne, à la camerounaise. Hein. Un coup de chicot, terminé. D'ailleurs, je suis juif. D'ailleurs, si des antisémites se sont glissés dans la salle, je vous ai reconnu tout de suite, les gars. Vous pouvez rester, vous avez payé. Hein. Et vous riez comme les autres, on est d'accord, hein. Voilà. Voilà. Hein. Pas de... Ah ouais, mais je sais pourquoi je dis ça. Alors, revenons à la question avec un grand cul. Ah, tu vas t'éclater, toi aussi. Je suis comme toi, je m'éclate. Je préfère une histoire comme celle-là que même, j'irais même jusqu'à l'histoire même de la Shoah. Et c'est en tant que juif que je parle. En tant que juif ashkénaze en plus. Parce que j'ai choisi d'être ashkénaze. Ouais. Cette vidéo est très importante pour comprendre pourquoi Hitler a voulu tuer les juifs. Il s'agit des Khazars. Il est nécessaire de connaître ce peuple pour comprendre l'histoire et les véritables desseins des sionistes. Je tiens à dire avant de faire cette vidéo, que je n'ai aucun fond raciste. Je vais tout d'abord commencer avec une affirmation. Aujourd'hui, 95% des Juifs ne sont pas descendants d'Hébreux ou de Sémites, mais sont un mélange de Turcs et de Huns. Ils ne viennent pas du Jourdain mais de la Volga. Ils ne viennent pas non plus du Canaan mais du Caucase. Et n'ont aucun lien génétique avec Abraham, Isaac et Jacob, mais avec les Huns, les Ouïghours et les Magyars. Comment est-ce possible? Depuis 40 ans, on utilise le terme d'antisémite à tout bout de champ, sans savoir d'où viennent les Juifs modernes. En réalité, un Juif d'aujourd'hui est aussi sémite qu'un Américain est grec. La réponse à toutes ces questions se trouve dans l'histoire du royaume khazar, la Khazarie. Parce que... déjà, il y a le mot naze dedans. Hein. Ashkénaze. Hein. Tu lâches une caisse, t'es encore dedans. Moi, je dirais, en tant qu'Ashkénaze, j'en ai marre. Depuis que j'ai 6 ans, en classe de 6e, ils sont venus m'emmerder, l'autre, avec le film Nuit et brouillard. Fernand Nathan, il s'appelait, le mec. Alors, j'ai toujours détesté ce connard. Franchement, je vous le dis. L'histoire est écrite par des imposteurs, toujours, par des menteurs, des voyous. Elle est écrite par le vainqueur. Le perdant, il n'écrit pas l'histoire. Hein. Le perdant, il est dans les ruines. Qu'est-ce qu'on fait, finalement? Finalement, tu fermes ta gueule, t'es malade. T'as perdu, tu vas pas la ramener, quand même. Le gars, il a même pas de froc, le gars. Il est là. T'écris pas l'histoire, le cul à l'air. Le vainqueur, lui, il est à l'aise. Déjà, il a ton froc. Il est bien, ce hasard, hein? Il a bouffé tout ce qu'il pouvait, le vainqueur. Abdullah. Les Khazars sont un peuple d'origine turque, dont la vie et l'histoire sont très proches du développement de l'histoire juive en Russie. Ils étaient nomades des steppes, ils se nourrissaient en pillant les villages qu'ils trouvaient. Lorsqu'ils s'installent au VIe siècle dans le sud de l'actuelle Russie, ils connaissent peu de moments de paix. Le peuple khazar est toujours en guerre et cherche à agrandir son territoire. À l'apogée du royaume khazar, il dominait de grands territoires allant de la mer Noire à la mer Caspienne. Moi, en tant que juif israélien, hein, je me sens israélien en même temps. Là, en 2 minutes, je me suis pris conscience. Au 8e siècle, le Chagan Bulan, le roi des Khazars, se convertit au judaïsme ainsi que la cour et finalement au 9e siècle, tout le peuple khazar pratiquait le judaïsme. Obadiah, le successeur de Bulan, décida d'affermir la religion juive. Il invita des savants dans son royaume, construisit des synagogues et des écoles. Le peuple fut introduit à la Bible et au Talmud, et les Khazars utilisaient l'écriture hébraïque, néanmoins leur langue restait la même. Les Khazars étaient des païens lorsqu'ils envahirent l'Europe orientale. Leur culture était un mélange du culte phallique et d'autres formes de culte idolâtrique. De tels cultes sont maintenus en Khazarie jusqu'au 7e siècle. Leur culte religieux les a menés à un degré de dégénérescence morale que le Chagan, Bulan, ne pouvait tolérer. C'est pourquoi au 7e siècle il fit venir 3 représentants des 3 religions monothéistes. Il rejeta l'islam et le christianisme, et choisit le talmudisme, qui aujourd'hui est plus connu sous le nom de judaïsme. Cet événement est attesté par de nombreux documents. Pour faire court, au 9e siècle, le peuple khazar devient un peuple juif. Et le nœud du problème vient du fait que les peuples européens n'étaient pas au courant de cette conversion. Quand les dirigeants des autres pays l'apprirent, ils crurent que le peuple khazar descendait des 10 tribus perdues d'Israël.
Et c'est cette confusion qui fait qu'aujourd'hui nous ne faisons pas beaucoup de différence entre juifs et khazars. Pourtant ils n'ont aucun rapport si ce n'est que leur religion. Et cela prouve que mis à part 5 à 6% de la population juive d'aujourd'hui, qu'ils n'ont pas de lien direct avec les Hébreux, et par conséquent, ce ne sont pas des Sémites. Maintenant il est possible de répondre à une question importante. Pourquoi est-ce que ce sont les Juifs qui ont planifié, financé la révolution bolchevique, et que voulaient-ils en Russie? Tout simplement parce qu'ils cherchaient à reconquérir le royaume khazar. De plus tous les leaders soviétiques de Lénine et Eltsine sont juifs. C'est évident puisque les frontières de l'URSS empiètrent sur celles de l'ancienne Khazarie. Mais qu'en est-il des sionistes? Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur Israël, les sionistes ont pour but de regrouper les juifs d'Europe soit, les juifs khazars, en Israël. Le seul problème c'est que les sionistes les plus puissants sont des juifs khazars. Il s'agit de la famille Rothschild. Lorsque le patriarche de la famille Rothschild, Mayeram Schellbauer, change son nom, il prend le nom allemand du blason accroché à son magasin dans le ghetto juif de Francfort. Rothschild signifie en allemand « écusson rouge ». Et il se trouve que l'emblème khazar est un écusson rouge. Pour en revenir aux bolcheviks, on peut expliquer le nom de l'armée rouge. L'armée rouge était en fait l'armée privée de la famille Rothschild, qui tire son nom des khazars qui la contrôlent. Donc en réalité, les sionistes comme Rothschild n'ont aucun droit de revendication d'Israël, puisqu'ils ne sont pas sémites. Mais au fait, qui sont les sémites, si ce n'est pas les juifs? D'après le dictionnaire Oxford Universal Dictionary, le mot sémite a été employé pour la première fois en 1875, et décrit une personne appartenant à la race englobant presque tous les peuples des descendants de Sem, le fils de Noah, d'après la Genèse, chapitre 10 de l'Ancien Testament, et d'où la langue maternelle est une langue sémite, d'où les Akkadiens, les Phéniciens, les Hébreux, les Araméens, les Arabes et les Assyriens. Dans le dictionnaire de Langer de l'histoire du monde, il est dit que le sémite ne s'applique pas à une race, mais à un groupe de peuples, dont la langue maternelle est sémite. Donc pour en revenir à notre sujet principal, les Hébreux sont sémites. Or, les Hébreux ont aucun rapport avec les Khazars. Donc les antisémites sont les sionistes khazars, car ils persécutent des peuples sémites comme les Arabes, les Assyriens et les Palestiniens. Les sionistes khazars n'ont le droit par leur origine de revendiquer tout au plus une partie de la Russie. Le terme sioniste lui-même a été faussé par les Khazars. Bon, j'en ai marre de cette image toujours hollywoodienne du juif pleurnichard clodo en pyjama, tu sais, qui fait la manche pour un bout de pain. Moi, je veux voir aujourd'hui la réalité, putain. Le juif Rambo. Pff, ta flottille dans ton cul, parce que je veux dire. Entre 10 et 19 morts selon les sources parmi les militants pro-palestiniens qui ont tenté de briser par la mer le blocus de Gaza. L'armée israélienne a intercepté à l'aube 6 navires chargés de 10 000 tonnes d'aide. Les réactions d'indignation ont été immédiates. Mahmoud Abbas dénonce un massacre. La Turquie parle de pratiques inhumaines. L'Union européenne réclame une enquête et a convoqué une réunion des ambassadeurs à Bruxelles. Paris est profondément choqué. La communauté internationale unanime condamne. Enfin dans l'actualité également, Nice qui accueille aujourd'hui et demain le 25e sommet Afrique-France. 38 chefs d'État et de gouvernement sont réunis. Rendez-vous placé sous le signe de l'économie. Bienvenue dans cette édition largement consacrée à la situation au Proche-Orient et à cet assaut sanglant ce matin. Au moins 10 humanitaires ont été tués lors de l'interception de la flottille de la paix par des commandos israéliens au large de la bande de Gaza. L'armée israélienne tente de justifier ce fiasco. Elle explique que ces hommes ont été confrontés à une forte résistance au moment de l'arraisonnement des 6 bateaux. Israël, on s'en souvient, avait promis d'empêcher ces navires chargés d'aide d'atteindre le territoire palestinien sous blocus. Le soleil ne s'est pas encore levé lorsque les commandos israéliens lancent dans les eaux internationales l'assaut contre la flottille à destination de Gaza. Les forces israéliennes auraient prioritairement arraisonné le navire amiral de cette flottille et un bateau turc. Le Mavi Marmara transportait plusieurs centaines de militants pro-palestiniens. Durant l'assaut, l'armée israélienne a ouvert le feu sur les passagers de différentes nationalités, faisant plusieurs morts et des dizaines de blessés. Le Hamas considère cette attaque contre la flottille de la paix comme un grand crime et une immense violation des lois internationales. Malgré les grandes souffrances des passagers de ces bateaux, le message de la flottille est passé. Aujourd'hui, le blocus est une affaire internationale grâce à ces héros. Les autorités israéliennes justifient l'usage d'armes par la violence à laquelle auraient été confrontés les soldats israéliens. Concrètement, nos soldats ont été attaqués, c'était prémédité.
Les passagers avaient sur eux des objets métalliques pointus. Ils avaient des armes de différents types. Des coups ont été tirés sur nos forces. La flottille internationale qui a quitté les eaux chypriotes ce dimanche tentait de rallier Gaza avec à son bord des militants pro-palestiniens et des tonnes d'aide humanitaire. L'objectif, rappeler au monde le blocus que subit la bande de Gaza depuis qu'elle est passée sous le contrôle du Hamas en 2007. Les autorités israéliennes avaient prévenu qu'elles intercepteraient tout bateau qui tenterait de rallier Gaza et condamner une opération qui n'avait à leurs yeux rien d'humanitaire. Nous avons sollicité à plusieurs reprises les organisateurs et tous ceux qui étaient associés avec eux de manière diplomatique pour leur demander d'arrêter cette provocation. Mais qu'elle soit humanitaire ou non, pour les autorités palestiniennes, cette opération était pacifique et le blocus de Gaza est illégal. We have been always calling upon the international community to put pressure on Israel to end this siege. La flottille a rappelé au monde que Gaza vit sous un blocus strict depuis 3 ans. Mais le bilan est lourd, des morts et de nombreux blessés qui ont été transportés vers des hôpitaux israéliens. Et les autorités turques, elles, expliquent que cette intervention israélienne aura des conséquences irréparables sur les relations bilatérales. Elles parlent de pratiques inhumaines. Asia Chiab est avec nous en direct d'Istanbul. Asia, la Turquie, on le sait, très en colère. Il faut rappeler que c'est elle qui est à l'origine de cette opération humanitaire. Elle a rappelé son ambassadeur en Israël. Est-ce qu'elle a également décidé d'autres mesures ? Écoutez, elle, en plus de rappeler son ambassadeur à Tel Aviv, Ankara a annoncé effectivement l'annulation de toutes les manœuvres militaires conjointes entre les deux pays, alors qu'Israël et la Turquie, vous le savez, ont longtemps été des alliés stratégiques avec un accord de coopération signé en 1996, mais là, rien ne va plus entre les deux pays. On s'attend à une crise au plus haut niveau entre Israël et la Turquie, et des diplomates turcs ont expliqué que la Turquie va demander la réunion d'une réunion extraordinaire au Conseil des Nations Unies, au Conseil de sécurité. Alors il y a une forte colère au niveau du gouvernement et colère bien sûr dans la rue turque. Des milliers de personnes sont rassemblées sur la place centrale d'Istanbul. Les protestataires brandissent des drapeaux palestiniens et des drapeaux islamistes aussi, en scandant des slogans comme « À mort Israël » et « Dieu est grand ». Mais il n'y a pas que des organisations islamistes, il y a aussi des organisations pacifistes, parce qu'au-delà de ces religieux qui sont sur le devant de la scène actuellement, eh bien, l'ensemble de la population turque est fortement choquée par ce qui s'est passé cette nuit. Israël empêchait violemment une flottille humanitaire de rejoindre Gaza. Bilan 9 morts, tous turcs. 15 mois plus tard, Ankara expulse l'ambassadeur d'Israël et suspend tous ses accords militaires avec l'État hébreu. Trop, c'est trop. La Turquie et son ministre des Affaires étrangères attendaient des excuses de l'État hébreu qui ne sont jamais venues. Aujourd'hui, nous avons atteint un point où Israël a ignoré toutes les chances que nous avons offertes. Maintenant, il est temps pour le gouvernement israélien de payer le prix pour s'être cru au-dessus du droit et avoir mené des actions illégitimes sans prendre l'humain en compte. Ce prix, c'est que la Turquie le prive de son amitié. Notre pays ne reconnaît pas le blocus israélien de Gaza. Nous allons poser la question de ce blocus devant la Cour internationale de justice. Le raid israélien a fait l'objet d'un rapport de l'ONU qui reconnaît la légalité du blocus naval. Mais il souligne que l'opération de la marine israélienne était excessive.